Bonjour et bienvenue sur Entre Podcast, je suis Jonathan, je suis toujours accompagné d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Et salut. Et cette fois-ci, on a un invité, c'est un crossover, donc en fait, je sais pas si nous on est invité chez toi ou toi t'es invité chez nous, mais bref, on est avec Jean-Michel Abrassard. Salut. Salut tout le monde. Bah écoute, ça me fait très très plaisir de te recevoir sur Entre Podcast parce que je suis un fan de ton podcast, j'ose le dire, depuis... ça fait plus de 6 ans, je crois, que tu fais du podcast, mais ça fait 3 ans que j'écoute ton podcast Scepticisme Scientifique. Et puis, c'est grâce à Podcast Science, je pense, comme beaucoup de choses que j'écoute. Donc, ça nous fait très plaisir de te recevoir pour parler un petit peu de scepticisme scientifique. On avait le projet de faire des épisodes un petit peu plus complexes avec toi, de parler de sujets compliqués, engagés. Puis on s'est dit, mais... Finalement, beaucoup de gens savent pas du tout ce que c'est le scepticisme scientifique. Donc, si on part sur une mauvaise base, ça va être difficile de monter dessus. Donc, est-ce que tu peux nous dire, alors déjà, qu'est-ce que c'est ton podcast? Et puis après, parler un petit peu de ce que c'est le scepticisme scientifique. Alors, le scepticisme scientifique, Oui, c'est une question en fait plus compliquée qu'il n'y paraît. Oui. Comme toujours, quoi. Alors déjà, peut-être ton podcast. Alors, pour ceux qui connaissent pas, de quoi tu parles, combien il y a d'épisodes, voilà. Ah ouais, il faut être un peu égocentrique. Commençons par parler de moi. Exactement. N'ayons pas honte. Du petit, du micro au macro. Ouais, donc mon podcast, effectivement, il s'appelle Scepticisme Scientifique. Alors, le sous-titre, c'est le balado de la science et de la raison. Je pense que ça donne déjà un peu une idée du contenu, et c'est vrai que je l'ai créé effectivement il y a 6 ans. Là, on vient juste de fêter un peu les 6 ans et l'épisode numéro 300 du podcast. Voilà, je l'ai créé justement pour en fait expliquer ou présenter un peu le scepticisme dans le monde francophone, où c'est beaucoup moins connu que dans le monde anglo-saxon. Donc ça va être un des aspects de la réponse, c'est-à-dire que il y a un peu le scepticisme à l'américaine, et puis quelque chose d'un peu similaire en France, qui s'appelle la zététique. Enfin, c'est pas un peu similaire, c'est la même chose, mais disons qu'il y a quand même un peu des couleurs locales entre les deux pratiques. Et donc voilà, c'est vrai que mon podcast avait un peu pour objet de faire découvrir ça au public francophone, là où dans le monde anglo-saxon des podcasts sur le scepticisme scientifique, il y en a pléthore, et moi-même, je suis un gros consommateur de podcasts, donc j'ai vraiment juste eu l'idée, en écoutant des podcasts en anglais sur le sujet, en me disant, faut faire la même chose, mais qui s'adresse à un public francophone. Donc c'est vrai que ça a un peu une vocation de traduction comme ça, ou de faire rentrer dans la culture francophone quelque chose de plus anglo-saxon. C'est intéressant, ouais, au niveau des sujets, parce que est-ce que tu as un ou deux titres à nous dire comme ça qui donneraient envie à nos auditeurs d'aller t'écouter, je sais pas, de ceux que tu es particulièrement fier ou qui sont particulièrement importants pour toi? Écoute, on parle surtout, un des grands sujets évidemment sur mon podcast, ça va être le paranormal en général, mais d'une manière critique. Donc ça, c'est vrai que si les gens sont intéressés par, je sais pas, le phénomène ovni ou la télépathie, la construction des pyramides, tous ces sujets-là, mais ils en ont un peu marre de voir le traitement débile qu'on en fait à la TV. En gros, mon podcast essaye d'avoir justement en disant, on va aborder ces sujets plus sérieusement, voir qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire. Scientifiquement, justement avec esprit critique. Donc c'est vrai que ça, c'est un des grands sujets, mais c'est pas le seul. C'est vrai que j'aborde des sujets connexes comme l'athéisme, la religion, donc la contre-apologétique, donc la critique de la religion. Et puis parfois on déborde un peu dans les sujets politiques. Simplement, donc c'est vrai que c'est pas un podcast exclusivement consacré à la science. C'est un podcast qui aborde des sujets aussi connexes, en gros, tout ce qui a trait à la rationalité nous intéresse. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question de départ, c'est quoi le scepticisme? La réponse la plus facile, la plus évidente, je pense que c'est de dire que c'est un mouvement qui a pour objet la promotion de la science et de la pensée critique. Et donc, c'est un mouvement, donc c'est un ensemble de personnes, voilà, qui partagent un certain nombre de valeurs communes, et donc ces valeurs, c'est justement dire, on va essayer d'augmenter ce qu'on appelle le scientific literacy en anglais, donc la culture scientifique du grand public, tout en essayant aussi d'augmenter la pensée critique. Donc comment est-ce qu'on raisonne, comment est-ce qu'on pense correctement, ou comment est-ce qu'on essaie en tout cas de ne pas penser trop incorrectement.
Voilà, et donc c'est tous des gens qui gravitent dans ce type de projet-là. Donc c'est vrai que voilà, enfin avec Anthropodcast, vous faites de la vulgarisation scientifique sur l'anthropologie. C'est pour ça que je suis là aussi, justement, parce que c'est un peu connexe. Donc ça, c'est vrai que c'est ma réponse de base. Alors après, on peut élaborer dessus, mais peut-être vous avez d'autres questions. Oui, peut-être pour admettons le phénomène ovni ou je sais pas le monstre du Loch Ness, admettons ce que tu parlais des reportages plutôt débiles qu'il y a à la télé, ce que je te rejoins tout à fait, et je crois qu'il y a les versions américaines sont encore pires que les nôtres pour avoir été aux États-Unis et au Canada, c'est assez fantastique. C'est-à-dire qu'ils vont raconter plein de trucs, plein d'histoires, faire des interviews, des reproductions, etc. Et si je me trompe pas, le sceptique, lui, va un petit peu prendre chacune de ces théories, les exposer aux faits scientifiques, et puis pour finir, savoir si c'est quelque chose de réel ou si c'est une histoire marrante, mais pas réelle, c'est ça ? Originellement, donc dans le monde anglo-saxon, le scepticisme, il est donc évidemment, encore une fois, pour un peu repartir sur des choses très basiques, c'est vrai qu'il y a le scepticisme dit philosophique en Grèce antique, et le scepticisme philosophique, c'est de dire on n'a pas vraiment accès au savoir ou on n'a pas moyen d'accéder à la vérité, donc en gros tout ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien. Ça, c'est le scepticisme philosophique. Alors c'est vrai qu'on distingue le scepticisme scientifique. On est un peu coincé avec ce terme où zététique n'est pas forcément préférable, mais bon, c'est vrai que la terminologie, c'est toujours un peu, on se débat un peu avec. Mais au niveau scepticisme scientifique, c'est venu avec l'âge des Lumières, donc les grands philosophes des Lumières, Hume, etc., qui se disaient sceptiques, mais dans une optique de critique de la religion, donc critique des miracles, etc. Et donc c'est vrai qu'au départ on avait une critique du paranormal. Voilà, pourquoi doit-on croire dans les miracles religieux juste parce que la Bible nous dit qu'il y a ces miracles? Est-ce que c'est une raison suffisante? Et donc c'est vrai qu'il y a au départ c'est venu au départ, le scepticisme tel dont on parle aujourd'hui, c'est au départ dans un contexte religieux et de critique de la religion à l'époque des Lumières, et puis ça a évolué au XXe siècle, puisque évidemment on a eu les grands mouvements spiritualistes ou spiritisme en France, les tables tournantes, etc. Et donc on a eu des grands auteurs comme Harry Houdini, qui est évidemment, vous le connaissez certainement au moins de nom, pour ses tours de magie, qui a commencé à démystifier. Donc c'était un spécialiste des évasions de boîtes de coffre-fort, des choses comme ça, sur un magicien, mais je veux dire un illusionniste, quoi. Et après que si mes souvenirs sont bons, sa mère soit décédée, il a commencé à aller voir les spirites, mais il s'est rendu compte que beaucoup de spirites utilisaient des trucages d'illusionnistes. Et donc il a commencé à faire ce qu'on appelle démystifier, en anglais debunking. Donc il a écrit 2 ouvrages où il explique comment les spirites ou spiritualistes aux États-Unis, c'est un peu différent, mais voilà, réalisent leur trucage de spirites. Donc comment est-ce qu'on fait léviter une table? Un des trucages classiques, par exemple, c'est je ne sais plus quel spirit utilisait ça, mais elle, pendant la séance dans le noir, elle enlevait sa chaussure, par exemple. Elle imprimait une pression sur la table pour qu'il y ait une sorte de mouvement de balancier qui soit sur la table. Et une fois qu'il y a un sorte de boum boum qui s'installe, elle passait son gros orteil en dessous, et puis elle utilisait son gros orteil pour projeter la table vers le haut. Là, ça demande un peu de technique, mais si on a un illusionniste, oui, parfois quand on lit. Mais voilà, en fait, c'est comme ça qu'elle faisait. Alors évidemment, c'était assez impressionnant pour les gens qui n'avaient pas l'œil, mais Houdini s'amusait à reproduire. Il faisait des spectacles où il reproduisait donc les séances. Bon, pour moi, Harry Houdini, ça reste un des grands fondateurs du scepticisme contemporain dans le monde américain, évidemment. Ces ouvrages sont encore des must à lire aujourd'hui, puisque par exemple, la technique que je viens de décrire, il l'a décrit dans un de ses livres. Et puis après, évidemment, on a eu Martin Gardner, et voilà. Et alors, bon, une organisation qui s'est formée qui s'appelle le PsyCop aux États-Unis, dont le but justement au départ c'était principalement de critiquer les pseudosciences et le paranormal, donc la parapsychologie, des choses comme ça. Avec le temps, le sujet s'est élargi à d'autres domaines, et c'est vrai que maintenant les sceptiques... donc là, j'ai un peu faire un historique du côté américain, mais le domaine s'est élargi et on couvre beaucoup plus de choses maintenant. On couvre les théories de la conspiration sur le 11 septembre, les pseudomédecines comme l'homéopathie. Les pseudomédecines sont par exemple considérées comme un gros sujet à l'heure actuelle, parce qu'évidemment beaucoup de gens se soignent via les médecines prétendument alternatives.
Évidemment, c'est un enjeu de société, alors que beaucoup de sceptiques ont l'impression que la voyance c'est pas forcément un si gros enjeu de société. Quoique quand on voit les chiffres que rapporte la voyance en France, on peut se dire d'argent, ouais. Voilà, donc c'est des questions de débat interne. C'est vrai que moi, voilà, je suis en train de terminer ma thèse de doctorat sur le phénomène OVNI, donc je suis un des partisans de dire non, il faut continuer à travailler sur le paranormal au sens strict. Mais je peux comprendre évidemment qu'il y a des gens qui soient très, voilà, les théories de la conspiration sur le 11 septembre. Il y a de quoi faire, ouais. Il y a de quoi faire, il y a du matériel, quoi. Moi, Pardon. Ouais, moi je trouvais juste très intéressant. Tu avais fait un épisode sur la lecture froide et on va peut-être pas en parler maintenant parce que ça demande pas mal d'explications, mais je trouve ça fascinant parce que pour moi ça fait partie des trucs où franchement, si on sait pas les techniques, on se fait arnaquer très facilement, tu vois. Autant une photo d'OVNI, je serais très sceptique dès le départ, mais là quand c'est quelque chose où tu as quelqu'un en face de toi qui a certaines techniques, c'est sur le moment quand on vit plus déstabilisant, ouais. C'est hyper déstabilisant, franchement. Et je sais pas si c'était toi qui avais écrit un article ou l'autre, j'en avais lu, mais qui sont... Enfin, c'est un sujet, je trouve, passionnant, quoi. Vraiment. Mais vas-y, Anne-Laure. Ouais, mais juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant, grâce à la série TV Le Mentaliste, l'idée qu'il y a des illusionnistes spécialisés en mentalisme est beaucoup plus présent dans la conscience collective. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas, hein, mais justement, Le Mentaliste fait un super boulot à présenter, puisqu'avant, c'était une sorte de... il avait sa propre émission de TV. En fait, ils font référence. C'est clairement un personnage existant que je ne vais pas nommer pour ne pas qu'on se fasse poursuivre en justice, mais qu'ils le reprennent dans Le Mentaliste. Et évidemment, dans Le Mentaliste, ils disent ben non, en fait, c'est juste des trucs. Et ils expliquent vraiment comment il fait. Donc c'est très intéressant. Et je pense qu'une fois qu'on commence, enfin, c'est intéressant qu'une série TV grand public comme ça fasse un travail d'explication de ces techniques. Mais ceci dit, il y a plein de gens qui se font encore avoir tout le temps, même autrement. Par exemple, il y a un mentaliste britannique qui fait des tours de mentaliste en prétendant que c'est grâce à la PNL, programmation neurolinguistique, qui est un domaine critiqué par les sceptiques. Il justifie ses capacités de mentaliste par la PNL, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, c'est pas la PNL qu'il utilise, hein. Il fait ça évidemment parce qu'il est obligé de donner une explication à ce qu'il fait. S'il dit pas, il ne donne absolument aucune explication sur comment il fait. Oui, non, mais j'ai fait ça en utilisant un trucage avec ma caméra. C'est pas très impressionnant. Donc, avant, au début du siècle, il aurait dit bah oui, je suis médium, je sais lire dans votre esprit par télépathie. Et maintenant, il dit en fait, c'est grâce au pouvoir de la programmation neurolinguistique, une super technique de psycho. Et en fait, c'est tout autant de la foutaise, la nouvelle explication que l'ancienne. Ah, mais ça fait très scientifique. Ça sonne très scientifique, ouais. Et ça valide dans l'esprit des gens que la PNL fonctionne, alors qu'évidemment il y a eu plein d'études comme quoi la PNL c'est très pseudo-scientifique en fait. Donc on se retrouve avec le même problème, mais d'un autre côté. Mais bon voilà, c'est difficile d'avoir des magiciens ou des mentalistes qui disent juste bon écoutez je vais vous bluffer, mais en fait c'est juste un truc et puis voilà quoi. C'est pas très vendeur forcément. Enfin bon. Ouais, c'est ça. Tu voulais dire quelque chose, Anne-Laure ? Moi, je voulais demander quelle était la différence, grosso modo, entre justement ce que tu disais, la zététique plutôt française, francophone, ou en tout cas européenne, je sais pas, et américaine. C'est quoi ? C'est par rapport au thème abordé ? C'est la manière dont ils étudient les choses, ou c'est quoi ? Alors parlons de la zététique à la française. Donc la zététique à la française, ça a été initié en France, donc à l'université de Montpellier par Henri Brock, qui est un physicien. Ah mais il est à Nice, lui. Oui, c'est à Nice, oui, je m'en Ah, mais j'ai des amis qui l'ont eu en cours, du coup. Ah, d'accord, ça va. Ok. Et donc, voilà, c'est lui qui l'a initié dans les années 80. Et les spécificités qu'il y avait dans la zététique, c'est entre autres qu'Henri Brock propose des effets, donc une certaine terminologie comme effet cerceau, etc., qui n'est pas du tout employée dans le monde anglo-saxon. Simplement parce que il essayait de faciliter l'apprentissage de certains raisonnements fallacieux, et alors il a transformé le vocabulaire qui est utilisé classiquement en épistémologie ou en logique pour essayer de trouver une terminologie qui soit plus facilement transmissible. Et donc c'est vrai qu'un de ses élèves, là, Richard Monvoisin, a fait sa thèse de doctorat où il explique assez bien que la zététique c'était quoi. Donc ça pourrait être une autre définition, parce que moi la définition que j'ai donnée jusqu'à présent du scepticisme, c'est de dire c'est un mouvement qui vise à la promotion de l'esprit critique et de la culture scientifique. La zététique, dans la thèse de Richard Monvoisin, c'était présenté comme une pédagogie de l'enseignement de l'esprit critique, quoi. Une manière
d'enseigner la pensée critique via cette terminologie, ces vocabulaires très spécifiques qu'avait introduit Henri Brock, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce genre de petits aspects franco-français, hein, mais parce que bon, les Américains vont faire la même chose, mais simplement ils vont continuer à utiliser le vocabulaire de la logique et de l'épistémologie, okay. voilà quoi. Mais après, les thèmes abordés, c'est plus ou moins la même chose quand on étudie. Enfin, tout le monde s'intéresse aux paranormaux, à la conspiration ou à ces choses-là. Il n'y a pas de spécificité de ce point de vue-là. Mais il y a des spécificités dans les approches des uns et des autres. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, comment est-ce qu'on va enseigner la pensée critique et comment est-ce qu'on va vulgariser la science, on va diverger dans ces façons de faire là. Okay. Parce que c'est vrai que c'est finalement un projet assez vaste quand on dit je vais enseigner la pensée critique. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, en France, on entend souvent, là je vais dire une des choses que je considère que la zététique n'est pas, on entend souvent, parfois, même sur la page de Facebook de l'Observatoire zététique, il y a encore, je crois, la banderole, ou en tout cas, elle était encore il y a pas longtemps, qui dit... la zététique, c'est l'étude scientifique du paranormal. Non, la zététique, c'est pas l'étude scientifique du paranormal. Quoi. Ça, c'est pas vrai. Je veux dire, la zététique, c'est augmenter, c'est de la vulgarisation scientifique, et c'est l'enseignement de la pensée critique. Mais c'est pas nécessairement étudier scientifiquement le paranormal. Et je pense que c'est parce que pour moi, la zététique, c'est pas, ou le scepticisme, c'est pas l'étude scientifique d'un domaine. Si on veut étudier scientifiquement le paranormal, on le fait en socio, en psycho, en physique, en parapsy, quel que soit le domaine dans lequel on le fait, en anthropologie. Voilà, les anthropologues étudient le paranormal depuis bien longtemps. C'est pas, la zététique, c'est pas le but, quoi. Le zététique aborde le paranormal souvent dans l'objet comme un outil pour enseigner la pensée critique. Donc moi c'est la métaphore en anglais de getaway drug, hein. C'est une drogue qui permet de passer à autre chose. Parce qu'on se dit, il y a beaucoup d'adolescents qui s'intéressent au paranormal, et si on peut en leur montrant comment appliquer la méthode scientifique au paranormal, leur donner le goût de la pensée scientifique et de la pensée critique, on fait ça, quoi. C'est une sorte de stratagème pour amener les gens à penser de manière critique. Moi, je suis pas trop dans ce trip-là, j'avoue, mais c'est vraiment le trip de la zététique, hein. La zététique à la Brock, c'est vraiment ça qu'il voulait faire. Moi, je pense que je fais partie de ceux qui disent qu'il faut étudier le paranormal pour étudier le paranormal, parce que c'est un sujet fascinant. Mais voilà, quoi. Et je suis pas convaincu en plus que le principe de la gateway drug, donc d'une drogue de passage de l'un à l'autre, soit vraiment un super système, parce que je pense que la pensée critique n'est pas quelque chose d'aisément transférable d'une compétence à l'autre. Donc si j'enseigne la pensée critique sur le paranormal, ça va pas forcément faire de toi quelqu'un qui pense de manière critique sur la politique, par exemple. Ou si je t'enseigne comment penser de manière critique sur la politique, ça veut pas dire que tu penseras de manière critique sur la religion, et ainsi de suite. Je suis assez sceptique de l'idée que c'est des compétences qui s'acquièrent de manière transversale comme ça. Une fois qu'on l'a acquis dans un domaine, on arrive à l'appliquer dans tous les domaines. Tous, ouais. Là on rate dans des conversations plus techniques. Mais il y a un truc que tu disais super intéressant dans l'épisode qui vient de sortir, mais qui du coup sera plus l'épisode, je pense, qui vient de sortir, un épisode sur la para-anthropologie que j'ai trouvé génial. Et par rapport au paranormal, je trouve que tu disais quelque chose de très intéressant. Pour que le paranormal existe, il faut que le normal existe aussi, et du coup il faut définir ce qui est normal, ce qui est paranormal. Et notamment quand tu parles du scepticisme scientifique, vous parlez beaucoup entre guillemets de l'homéopathie par exemple, ou d'autres médecines que certains disent traditionnelles, que certains disent, je sais pas trop comment définir ces trucs-là. A priori, quand quelqu'un prend de l'homéopathie, il ne pense pas faire quelque chose de paranormal, justement. Pour lui, c'est une médecine comme une autre, a priori. C'est pour ça que le terme de paranormal, je trouve, il est un petit peu... Tu as même un ovni, a priori. C'est un ovni, en admettant que les aliens existent et que ce soit réellement des extraterrestres, ça n'a absolument rien de paranormal, tu vois. Et pour quelqu'un qui y croit, c'est pas paranormal, ça fait partie de sa normalité, quoi. Oui, c'est un terme qui est assez critiquable par bien des aspects. Mais
Même les parapsychologues le critiquent aussi, mais bon, c'est encore une fois des termes avec lesquels on est un peu coincé, quoi. C'est-à-dire que le paranormal, le paranormal, c'est ce qui ne serait pas encore accepté par le consensus scientifique, ou voilà, ce qui est rejeté par le consensus scientifique, on pourrait prendre ça comme une définition. Ben, évidemment, si on définit comme ça le paranormal, une hypothèse rejetée par le consensus scientifique, si un jour cette hypothèse est acceptée par le consensus scientifique, par nature, elle ne sera plus paranormale par définition, quoi. Il y a des phénomènes, parce que parfois on me pose la question, mais ça ne s'est jamais produit. Si, ça s'est produit, hein. Par exemple, l'hypnose, c'est un cas classique. Au départ, le mesmérisme, Mesmer avec ses baquets, tout ça, ça a été rejeté par la communauté scientifique. Maintenant, l'hypnose, après beaucoup de recherches, etc., c'est encore un sujet controversé. Mais on le pratique partout, et puis on n'entend plus personne qui dit l'hypnose c'est paranormal. Enfin, c'est un sujet qui a évolué vers la normalité, qui est culturellement beaucoup plus considéré comme étant de l'ordre du normal maintenant, quoi. J'aurais une question aussi. Moi, oui, vas-y. Parce que c'est vrai que j'ai pas réagi sur ce que tu disais, mais cette citation-là, c'est vraiment un bel exemple de l'anthropologie appliquée au paranormal. C'est vrai que c'est parce qu'en fait, c'est la culture qui définit qu'est-ce qui est paranormal aussi. Et c'est ça que je trouvais super intéressant. Ouais. Et si nous, on considère que, évidemment, l'existence des esprits, c'est de l'ordre du paranormal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui viole notre vision du monde, hein, qui dépasse l'entendement qu'on en a. Ouais. Ouais. Si quelqu'un, tout d'un coup, a l'impression que sa maison est hantée, il va avoir les psychologues cliniciens qui travaillent sur le paranormal, ils expliqueraient mieux que ça que moi, mais ils ont voilà, comme ce phénomène de hantise interfère avec sa vision du monde, c'est ça qui va générer une détresse psychologique chez lui, parce qu'en fait c'est un choc pour sa vision du monde, quoi. Tandis que si on est dans une vision du monde, une culture étrangère où l'existence des esprits ou des fantômes est largement acceptée et que tout le monde pense que ça existe, il commence à avoir, ou la possession démoniaque, hein, pour donner d'autres exemples. Si sa maison est hantée, je veux dire, pour lui, il va faire, oui, évidemment qu'elle est hantée. Tout le monde sait que les fantômes existent, et bon, il faut juste que j'aille chez le guérissier, le guérisseur, le sourcier, le chaman, qui saura quoi faire, hein. Oui, c'est ça, c'est que le fait que ça soit aussi accepté par la culture, ça fait que la culture répond à ces choses-là, et que du coup, il y a tout plein de rituels et de choses qui sont faites pour, alors que nous, on a un peu un vide par rapport à ça, quoi. Le fait que ça soit pas intégré dans notre système de représentation, Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de psychoclinique, qui voudraient développer un peu la psychologie clinique sur le sujet. Le problème, c'est que les gens qui vivent ça, ils ont cette détresse psychologique qui viennent s'ajoute, enfin l'aspect comme c'est en violation avec la représentation qu'on a dans notre culture. Ils ont le fait que s'ils en parlent aux autres, généralement, les autres vont se moquer d'eux, etc. Ou on va pathologiser ce qu'ils ont dit. Ah oui, c'est juste parce que, voilà, t'entends les voix d'un fantôme dans ta maison, mais c'est juste que t'es schizo, quoi, hein. Et alors, ces gens-là, ils savent plus chez qui se tourner, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez nos chamans à nous, mais enfin, généralement, c'est plutôt qui sont pas top, quoi, hein. C'est un peu des voyants ou des gens qui font des choses. Alors, ces psychologues, ils disent, mais non, il faudrait encourager ces gens-là à aller consulter des psychologues formés à aider les gens qui ont des expériences, on appelle ça des expériences exceptionnelles dans la littérature. Parce que quand on voit les sondages d'expériences exceptionnelles, c'est énorme, hein. Les gens rapportent. C'est un iceberg, on s'en rend pas compte, mais les gens vivent énormément d'expériences paranormales. Et tu dis en France ou en Suisse ou... Oui, partout dans le monde, mais chez nous aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a eu un sondage récemment dans Science et Vie, là, il y a un numéro spécial où il y avait des chiffres sur les Français qui rapportent des expériences paranormales, et c'était loin d'être négligeable, hein. De mémoire, comme ça, je pense que dans la littérature anglo-saxonne, on nous dit, par exemple aux États-Unis, je crois que c'est 70% des gens ont vécu au moins une expérience paranormale dans leur vie, hein. Ah ouais? Donc c'est quand même... Donc ça dépasse les 50%, donc le paranormal c'est du normal en fait. C'est ça. Ah, j'aurais jamais pensé autant, quoi, c'est fou. T'as jamais vu de fantôme, Jonathan? Mais non, jamais. On m'a. Alors que c'était intéressant ce que tu disais. Moi, j'étais en Afrique justement, et quand on te raconte certaines histoires que les gens ont vraiment vécu, tu vois, pas des trucs qui se racontent au village depuis des centaines d'années, mais pour eux, il y a aucun doute que ce soit réel. Et c'est vrai que toi, en face, c'est un petit peu compliqué, parce que dans le fond, t'as envie de dire, mais non, les fantômes. Moi, j'y crois pas personnellement. Donc je me dis, ben non, c'est juste pas possible. T'as vu un truc, t'as vu quelqu'un qui ressemblait, ou je sais pas,
toutes les raisons peut-être que justement les sceptiques ils iraient essayer de trouver pour dire que ce n'est effectivement pas un fantôme, mais quand t'as la personne qui te le dit d'une façon à 200% honnête, qui a aucune raison de te mentir en l'occurrence, etc., pour moi c'est un petit peu un vide dans notre, comme tu disais Anne-Laure, dans notre culture où on sait pas du tout comment réagir à ça, mis à part dire de toute façon tu me mens parce que ça n'existe pas, quoi. Ce qui est pas une façon très élégante de traiter la personne en face de toi. De toute façon, ça ils y croient parce que c'est des sauvages primitifs, mais ça n'arrive jamais chez nous, quoi. Et le pire c'est que c'est pas long. Il cherche l'embrouille là. Un Français ne pourrait pas rapporter ce genre d'expérience, ça n'existe pas chez nous, on est civilisés. Ouais, à part que justement, a priori, c'est que le Français, lui, il verra la même chose, mais ne viendra jamais te le dire, te le raconter en fait. Alors que là, il te le raconte facilement, tu vois, je veux dire, c'est pas... Mais tu vois que tu avais quand même cette idée, cette représentation en tête qu'en France, les gens n'auraient pas tellement d'expériences exceptionnelles, alors qu'en réalité, les sondages me semblent dire le contraire. Alors, mais ça, je sais que c'est peut-être une fausse idée, mais je me dis, tu vois, qu'on a comme des barrières qui font qu'on est moins réceptif à ce genre de choses, tu vois. C'est un petit peu comme le truc, des fois on te dit oui, si t'y crois pas, tu le verras jamais, tu vois. C'est un petit peu le mec qui croit jamais aux ovnis. Même s'il voit un truc bizarre dans le ciel, dans sa tête, ça va jamais faire. C'est un ovni. Ou si le mec il croit pas du tout en fantôme, il va voir des trucs bouger, des formes, etc. Il va dire oui, c'est le vent, c'est les ombres, c'est plein de trucs, mais il va jamais penser que c'est un fantôme. Oui, parce que c'est en fonction des représentations que t'as que après tu vois le monde. C'est quoi. ça. Donc c'est pour ça que je me dis, si t'es plus réceptif au fait que ça existe, tu vas en voir plus, tu vois. Mais après, si tu dis, 70%, je trouve ça impressionnant. C'est beaucoup, hein. Ah ouais, vraiment. Ceci dit, je louerais toujours nos amis belges qui disent 70% et non 70%, comme c'est. Oh, 70%. Comme c'est bizarre. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, 70%, c'est énorme. Hein. Oui, ben, je pense que ce que tu dis, c'est assez décrit dans la littérature. Hein. C'est vrai que souvent les psychologues du psychologie anomalistique, donc les psychologues qui étudient le paranormal, ils font des études où on fait des échelles de croyances au paranormal, et puis on demande aux gens de rapporter leurs expériences. Et c'est clair que si tu as, c'est une façon empirique de valider ce que tu viens de dire. Hein. Si les gens ont une forte croyance au paranormal, ils ont tendance à rapporter plus d'expériences. Pour la raison que tu viens d'expliquer très bien, c'est évidemment un problème d'étiquetage. Ils vont plus facilement avoir tendance à étiqueter les expériences qu'ils vivent comme étant paranormales. Inversement, les sceptiques qui scorent très bas en croyance au paranormal pourraient être confrontés à des phénomènes paranormaux et ne pas les étiqueter paranormaux pour la même raison. Il y a eu une expérience de ce type-là réalisée par Richard Wiseman où il invite les gens à une séance, et puis de séance spirit. Et puis il y a des objets qui se déplacent sur la table, et en fait les objets se déplacent objectivement. Puisque c'est fait par trucage d'illusionniste, hein. Enfin c'est un dispositif expérimental, quoi. Et puis après tu corrèles ça avec la croyance au paranormal des gens, mais évidemment les sceptiques tendent à sous-estimer, ou quand ils rapportent le déplacement de l'objet, ils disent que l'objet c'est moins déplacé que ce qu'il s'est objectivement déplacé, puisqu'évidemment il ne peut pas se déplacer puisque ça n'existe pas, ce genre de choses. Et donc la croyance peut influencer dans les deux sens. Mais maintenant je pense qu'il y aura de toute façon au-delà de l'impact de la croyance au paranormal des sujets, tu vas avoir un certain nombre d'expériences qui existeront malgré tout, parce que les sorties hors du corps, les expériences de mort imminente, il y a des tas d'expériences exceptionnelles de ce type-là qui se produiront que tu y crois ou pas. Hein. Donc voilà, une sortie hors du corps, par exemple, si tu es prédisposé à avoir ce type d'expérience, si t'as le bon cerveau et bon système nerveux pour ça, tu l'auras, que tu aies une croyance importante au paranormal ou pas. Ah, mais du coup, le sceptique qui vivrait ça, est-ce qu'il oserait le dire? Enfin, tu vois, je veux dire... Bah, peut-être qu'avant, non, mais parce que je pense que peut-être qu'avant, les gens auraient eu peur de le dire en se disant non, c'est pas possible, etc. Mais à l'heure actuelle, je veux dire, tout le monde sait que les expériences de sortie au décor sont des phénomènes qui se produisent pour de vrai. La question n'est pas de savoir si le phénomène existe, la question c'est de savoir comment l'expliquer. C'est-à-dire, est-ce que les gens sortent réellement, donc explication dualiste, est-ce que ton âme sort vraiment de ton corps, ou est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là de manière non dualiste, donc comme étant évidemment une illusion générée par ton cerveau. Mais personne ne doute que le phénomène des sorties hors du corps se produise réellement, quoi. Donc bon, là il y a aussi des choses, notre culture doit aussi évoluer sur ces questions-là, et on doit quand même se rendre compte d'un certain nombre de choses. S'il y a encore des sceptiques qui se disent ben non, les sorties hors du corps, le voyage astral comme on l'appelait à l'ancienne, ça n'existe pas du tout, voilà, ils n'ont pas lu la littérature, hein, donc il faut un peu leur expliquer, si, en fait ça existe. Ouais.
Tu demandais, Anne-Laure, avant une des différences entre scepticisme scientifique français, francophone, on va dire, et américain. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de lutte, entre guillemets, contre la religion ou de promotion de l'athéisme, je sais pas vraiment lequel terme est le plus véridique, du côté américain que du côté français. Je sais pas si c'est en réaction parce que quand t'es aux États-Unis, tu vois que la religion, elle a quand même, à mon avis, plus d'importance et plus d'implication dans la vie des gens encore aujourd'hui qu'en France. Donc est-ce qu'on se dit en France maintenant c'est un petit peu passé de mode, donc on n'a plus besoin de lutter contre. Enfin, je sais pas si je le vois bien, mais il me semble que les Américains en parlent beaucoup plus et luttent plus contre. Oui, ça c'est une question très complexe. Je comprends très bien d'où te vient cette perception. Je pense qu'elle est en grande partie vraie. C'est vrai que les Américains ont par exemple la problématique du créationnisme, et pendant très longtemps, je crois que les sceptiques européens ont pensé que c'était un problème purement américain, mais oui, qu'aux écoles on avait passé ça depuis longtemps chez nous. Mais on se rend compte que c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Je pense que le créationnisme fait une montée chez nous, etc. Donc, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça a été évidemment un enjeu important pendant ça l'est encore en fait, pour des raisons historiques. Au niveau de lutter contre de la critique de la religion, c'est vrai qu'il y a un recoupement. Donc je crois que c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a la plupart des sceptiques sont aussi des athées, même si on dit en général qu'on ne doit pas nécessairement être athée pour être sceptique. Bon, évidemment pour être agnostique aussi, pour être sceptique. Je pense qu'il y a des sceptiques aussi qui sont théistes ou déistes, mais c'est plus rare. C'est vrai qu'il y a quand même un gros recoupement. Je pense que d'ailleurs au congrès de la Parapsychological Convention où j'étais, il y avait une étude sur les traits de personnalité. Il disait bah oui, les New Age, c'est les gens qui scorent haut en croyance au paranormal et en croyance religieuse. Les tenants du paranormal, ils scorent haut en croyance au paranormal et bas en croyance religieuse. Les religieux, ils scorent haut en croyance religieuse et bas en croyance paranormale. Et les sceptiques, ils scorent bas en croyance paranormale et croyance religieuse. C'est une façon de quantifier un peu le scepticisme en termes d'échelle, quoi. Mais c'est vrai que ouais, je pense une autre raison pour répondre à ta question, je pense que c'est les zététiciens formés par Brock avaient très longtemps l'attitude qui consistait, ils l'ont toujours, je pense d'ailleurs souvent, à dire qu'on ne peut pas étudier de manière zététique ou examiner de manière zététique la religion parce que finalement ça relève de la métaphysique. On peut juste examiner les prétentions paranormales de la religion. Par exemple, une statue pleureuse, ça on peut l'examiner parce que c'est une prétention empirique de la religion. Par contre, la question est-ce que Dieu existe, on peut pas l'examiner de manière zététique parce que cela relèverait de l'ordre de la métaphysique. Là encore, j'adhère pas du tout à cette position. Je pense qu'en fait, c'est une perspective un peu simpliste et un peu scientiste, c'est-à-dire que la zététique sera strictement la méthode scientifique. Je pense que la pensée critique, ça peut pas être que strictement la méthode scientifique. C'est aussi la philosophie, c'est aussi l'épistémologie, la logique, et donc peut tout à fait bien examiner de manière critique des questions métaphysiques. Mais c'est vrai que comme Henri Brock en France avait martelé ce point-là dans ses ouvrages, etc., les gens qui adhéraient ils répètent toujours ça d'ailleurs. Et donc ça donne la zététique ne peut rien dire sur les religions. Bon, moi j'y crois pas grand. Bon voilà, moi je le fais pas sur mon balado, on parle pas mal de religion. Et en pratique, je peux te dire que quand je vais à Bruxelles sceptique au peuple, là, des réunions qu'on tient une fois par mois à Bruxelles entre sceptiques. Si au moment des questions-réponses des gens dans la salle, après 10 minutes, on est en train de parler de religion, hein, c'est un sujet qui revient très très vite, quoi. Mais ça questionne beaucoup les gens, ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Après, on va peut-être aller dans les questions, dans d'autres questions, mais il me semble que si il y a des problèmes parfois avec la science ou à comprendre les sceptiques, c'est que les gens, on leur dit pas vraiment ce que c'est la science. Enfin, tu vois, le principe, comme tu disais, de la logique ou de tester des théories, d'aller chercher les faits, et puis aussi le fait que finalement on sait rien dans le sens où on sait aujourd'hui, avec la connaissance d'aujourd'hui, on peut établir quelque chose qui est vrai aujourd'hui, mais qui sera peut-être faux demain avec d'autres découvertes ou d'autres théories ou d'autres observations.
Et il me semble que ça, enfin, par exemple, moi à l'école, il me semble qu'on m'avait dit, voilà, il y a la science, tu vois. Genre, Qui la dit science, la elle est là. vérité. Voilà, elle est là, elle dit la vérité, il faut croire ce qu'elle dit et elle bouge pas, quoi. Et je sais pas si ça a changé maintenant à l'école, mais il me semble que c'est un des défauts, tu vois. J'ai presque envie de dire que normalement, un citoyen, par essence, devrait être sceptique à un minimum, tu vois, je veux dire. Ça devrait presque être normal, si tu veux. Ça devrait s'apprendre. Oui, ouais, en fait c'est ça, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la zététique, en gros, si l'école et l'université faisaient tout à fait c'est bien son travail, on n'en aurait pas du tout besoin. Hein. En gros, c'est ça. Ouais. La zététique ou le scepticisme, c'est un peu une béquille. Enfin, voilà, c'est un bandage sur un problème qui est lié à l'éducation. Mais enfin, ceci dit, je pense, c'est pas seulement l'éducation. C'est vrai que je suis en train de mettre des bémols à moi-même dans ma propre tête. C'est-à-dire qu'évidemment, je pense qu'on a, de point de vue évolutionniste, etc., on a un penchant naturel par exemple, on a un penchant naturel à être dualiste. Hein. Il y a eu des études intéressantes chez les enfants qui ont été faites. Donc c'est pas seulement l'éducation qui nous dit qu'on doit être dualiste, c'est juste qu'intuitivement la position dualiste c'est la première qui nous vient à l'esprit, quoi. On doit quasiment lutter contre ça. Et donc c'est pour ça, c'est pas seulement l'éducation, c'est aussi c'est la manière cognitif, quoi. Ouais, c'est la manière dont l'être humain pense de manière très imparfaite. Voilà, donc c'est vrai que je pense que la grande force du scepticisme, et le scepticisme et la zététique que j'adore vraiment, et ce que j'essaye de faire sur mon balado, c'est ça, c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment, non pas des contenus, mais la méthode, quoi. En gros, le scepticisme et la zététique à son meilleur, c'est quand on parle, on n'essaie pas d'expliquer des contenus de la science, parce que les contenus de la science, ils sont en évolution, les théories n'arrêtent pas d'être révisées, réfutées, débattues, etc. Mais au lieu d'enseigner des contenus, on enseigne la méthode. Donc comment est-ce qu'on sait que quelque chose est vrai par rapport à faux? Comment est-ce qu'on peut tendre vers la vérité? Ce qui inclut évidemment les aspects empiriques et les aspects logiques. Hein. Enfin, ceci étant dit, les sceptiques étant un mouvement composé d'êtres humains, fait d'êtres humains, c'est vrai qu'on a un certain nombre de contenus auxquels la communauté sceptique adhère, de positions. Bon voilà, parfois ça peut un peu poser problème, je pense, mais par exemple, pour prendre un exemple, évidemment actuellement en France, il y a un énorme projet de la psychanalyse chez les sceptiques et les zététiciens. Qui a un certain nombre de fondements historiques qui justifient ce rejet extrêmement violent, enfin fort des sceptiques, quoi. Voilà, on bannit la psychanalyse dans le champ des pseudosciences, hein. Va des rétro-psychanalyses, va rejoindre un peu l'astrologie et la numérologie. Mais en fait, souvent, le problème, c'est que si on veut faire ça, c'est qu'on est obligé d'adopter un point de vue épistémologique bien précis, c'est-à-dire que la seule science qui tient la route, c'est la science empirique expérimentale, donc la psycho-expérimentale. Mais si on limite la psychologie à la psychologie expérimentale, évidemment, l'anthropologie, elle en prend un coup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approches expérimentales dedans. Voilà, donc c'est des positions qui peuvent mener à des petits problèmes, quoi. Moi je dis toujours, si vous bannissez la psychanalyse, j'ai mes problèmes avec la psychanalyse, mais bannir la psychanalyse au nom d'une scientificité qui se limiterait à la psychologie expérimentale, je dis écoutez, la philosophie, l'anthropologie, même la sociologie, vous pouvez les jeter avec dans le rayon des pseudosciences alors, hein. Et je pense pas que ce soit une conclusion à laquelle on veut arriver, quoi. C'est intéressant, ouais, doit y avoir des débats enflammés sur ce genre de sujet. Oh oui, là je vais au moins me choper une dizaine de mails de hate mail. Comment ça, tu ne détestes pas la psychanalyse? Personne ne nous écoute, ne t'inquiète pas. Honte. Personne ne nous écoute, on mettra pas ça sur internet, comme ça tu seras tranquille. Non, mais je pense qu'il y a franchement des choses critiquables sur la psychanalyse, mais il y a le point épistémologique que j'ai soulevé, il me trotte toujours dans la tête, quoi. Je pense qu'on peut pas critiquer la psychanalyse juste sur ce principe-là, quoi. Intéressant. Alors du coup, j'ai quelques questions. Anne-Laure, t'hésites pas à poser les tiennes aussi. Ouais, hein. Il y en a une qui m'a fait... Ça m'a un petit peu embêté, j'avoue, quand j'ai écouté ton podcast pour la première fois. Je me suis dit, mais c'est qui celui-ci? Parce qu'il nous dit, tu dis dans la présentation, mais t'as sûrement une bonne raison, mais je veux la savoir. Dans ta présentation, tu dis, c'est le balado de la science et de la raison. Alors bon, la science encore, je veux bien, mais la raison, j'avoue que ça m'a un petit peu embêté au début, parce que je me suis dit, mais attends, si c'est la raison, alors ça veut dire que où je
suis tout à fait d'accord avec toi ou ce que tu dis ou ce que tes invités disent, puis du coup j'ai raison comme toi, ou alors j'ai tort ou je suis déraisonnable, on va dire, pour être le contraire de raisonnable. Et puis du coup je me suis dit mais attends, c'est quand même hyper, tu vois, c'est pas subjectif du tout, tu vois, je veux dire, il y a un ou noir ou blanc, tu vois. Puis je me dis en plus, bon, pour critiquer gentiment, on va dire, si dans l'épisode 1, t'as dit un truc qui était juste il y a 6 ans, peut-être que c'est faux aujourd'hui, parce qu'il y a eu des nouvelles choses, justement, qui ont de nouvelles découvertes, des nouvelles observations, je sais pas, qui a mis à mal, on va dire, une partie de la théorie. Je trouvais ça marrant. Alors, attention, hein, ça me dérange pas du tout d'écouter ton podcast, mais au début, je me suis dit, ouais, mais quand même, c'est un petit peu bizarre comme façon de... Enfin, je sais pas, il y a une raison derrière ou... Il y a une raison à la raison. Il y a une raison à la raison. Oui, tout à fait, il y a une raison. En gros, quand j'ai créé mon podcast, j'étais aux États-Unis. Il y a un magazine sceptique qui est le plus important magazine sceptique au monde, je pense, qui s'appelle Skeptical Inquirer, donc l'enquêteur sceptique. Et le sous-titre, évidemment, c'est The Magazine for Science and Reason, donc le magazine de la science et de la raison. Donc, quand j'ai voulu nommer mon podcast, je l'ai vraiment pris pour ça. Et alors, ce que tu dis, en fait, c'est vrai, je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu au fur et à mesure des années. Mais évidemment, je pense que si on écoute suffisamment mon podcast, on se rend compte que c'est pas du tout dans cette optique-là que je l'entendais, quoi. C'est vrai que je prétends pas du tout avoir... C'est provocateur. Non, mais c'est même pas ça. C'est parce que, encore une fois, la raison pour moi, c'est pas des contenus, c'est des façons de raisonner. Donc c'est des processus logiques, quoi. Et donc quand on parle de d'accord, ouais. Quand on parle de la science et de la raison, bah oui, c'est le concept de raison en philosophie, hein, c'est comment est-ce qu'on pense, tu vois. Oui, c'est pas le fait d'avoir raison. J'ai raison. Puis du coup, alors après, à force, justement, comme tu dis, je me suis dit, mais non, c'est pas ça, parce que t'es pas du tout comme ça, tu vois, t'es pas quelqu'un d'orgueilleux, t'es très humble, tu t'offres la parole à tout le monde et tout, donc c'est pas du tout ça, si tu veux. Quand on m'a dit la raison, mais bon, moi j'ai jamais fait de philosophie, alors du coup j'ai tilté dans j'ai raison, puis je me suis dit non mais attends, enfin, qui c'est celui-là pour dire j'ai raison? Ah mais d'accord, la raison, ouais d'accord. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est vrai que c'est vraiment parce que tu vois, je pense que voilà, je parlais de cette approche, une approche qui limiterait le scepticisme à la science, hein. C'est quelque chose contre lequel je me bats un peu. Je pense que justement la pensée critique c'est la science plus la philosophie. D'ailleurs, il y a eu des concepts avant ça, hein, qui s'appelaient scientia ou scientia, je sais pas trop comment ça se prononce. Ou alors Massimo Pigliucci, qui est un philosophe que j'aime bien, il parle de sci-fi pour science philosophie, hein, sci-fi, pas mal, science pas mal. philosophie. Donc c'est pour ça, hein, je crois, science et raison, en fait, c'est science et pensée rationnelle, donc en fait, épistémologie et philosophie. Mais évidemment, le propre de la pensée rationnelle, c'est qu'on sait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que en fait quand je dis que quand on pense que il faut un vrai sceptique, c'est pas quelqu'un qui pense que les autres raisonnent mal, c'est qui sait que lui raisonne mal. Je pense que lorsqu'on s'illusionne et qu'on croit qu'on est soi-même raisonnable, ce que j'entends beaucoup malheureusement, il y a souvent encore des sceptiques qui disent oui, moi je suis raisonnable, et les autres, toutes les gens qui m'entourent, eux, c'est la foule irrationnelle. Je crois les gens qui tiennent ce discours-là, ils ont pas compris. On est tous les foules irrationnelles, y compris les sceptiques. En fait, être raisonnable, c'est un combat, c'est un idéal, quoi. C'est un peu comme la philosophie, quoi. C'est l'amour de la raison. C'est une quête permanente à laquelle on n'arrive jamais, quoi. Et je pense qu'un vrai sceptique, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'examiner ses propres volitions, ses propres pensées, pour essayer d'examiner là où ses raisonnements s'égarent. Et je suis certain que j'ai plein de mes raisonnements qui m'égarent. Le but du jeu du scepticisme, c'est d'essayer d'en avoir le moins possible ou de les identifier le mieux possible, quoi. Super, ouais, c'est super intéressant comme je sais pas si tu l'avais raconté une fois ça dans un de tes podcasts, parce que justement il me semble que j'avais pas eu de réponse à ça, mais elle est parfaite, ouais. Très intéressant. Ouais, je crois que j'étais la première personne qui me mentionne ça comme ça. Bah, c'est bien, comme ça on l'a couvert. Et puis, oui, j'ai une anecdote que j'aime bien raconter. Je l'ai peut-être racontée sur le podcast, mais ici on est sur votre vidéo, donc on va la répéter. C'est Less Wrong, c'est un mouvement qui s'apparente au scepticisme aux États-Unis. Hein, donc moins tort. Hein, le but c'est d'avoir moins tort. C'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir moins tort. Et ils organisent des stages où ils enseignent, voilà, des éléments sur comment réfléchir de manière critique. Et alors quand il faut faire un entretien pour voir si on a un bon candidat pour participer à ces stages. Et quand les gens viennent et qui disent je vais faire le stage pour identifier chez les autres comment ils raisonnent mal, alors on leur dit ouais mais en fait le stage il est pas fait pour toi. Hein. Raté, rentre chez toi. Rentre chez toi.
Mais je crois que c'est une pente naturelle, hein, parce que souvent, on a tendance à penser que, voilà, être raisonnable, c'est ce que moi je crois. Moi, je suis raisonnable, donc tout ce que. C'est plus facile à voir chez les autres. Hein. Ouais, c'est toujours plus facile à voir chez les autres, malheureusement. Ouais, et puis nous, on a les preuves, on a notre explication, on a notre propre logique. Donc, puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, parce que si toi, tu penses que t'es déraisonnable à la base, c'est-à-dire que ton raisonnement ne tient pas. Enfin, pourquoi tu l'exposes? Pourquoi t'en trouves pas un meilleur? Tu peux penser qu'il tient, mais de façon relative, tu vois. Savoir que, enfin, pas te faire un truc figé, quoi. Genre, je pense comme ça, c'est comme ça restera comme ça, et c'est la vérité pour moi et pour le monde entier. Enfin, tu vois. Ah ouais, réponse très intéressante. Alors du coup, j'ai deux autres questions, hein, j'en profite. Il me semble que, alors je sais pas, j'ai lu ça en partie sur Wikipédia aussi, mais que dans l'idée du scepticisme ou du pourquoi du scepticisme, on va dire, c'est aussi parce que t'imagines que certaines convictions ou certaines pratiques ou certaines choses sont négatives pour l'homme. Alors on peut prendre, je sais pas, ou pas positives en tout cas, tu vois, que ce soit une croyance comme la religion ou certaines médecines par exemple, que tu pourrais choisir ces médecines-là plutôt que d'autres qui seraient beaucoup plus efficaces ou qui s'est prouvé qu'elles sont efficaces en tout cas. Et donc du coup il y a l'idée un petit peu de dire on va entre guillemets montrer un petit peu la vérité ou l'aspect scientifique de la chose pour aider les gens et peut-être aussi pour les rendre plus heureux. Et une question mais qui est peut-être proche de la philosophie du coup, si j'ai envie de croire en Dieu, aux aliens et aux licornes, tu vois, d'un côté, bon, que ça existe ou pas, on s'en fout, moi ça me rend très heureux, tu vois. Si toi tu viens me dire non, les licornes ça existe pas, peut-être je serais tout triste et donc du coup pourquoi est-ce que tu viens me dire que les licornes n'existent pas, tu vois. Après tout, si je crois du faux, mais que ça me rend ma vie heureuse, pourquoi pas me laisser dans ce faux, tu vois. Alors je sais que c'est très philosophique, mais je trouve ça intéressant. Je pense que c'est très bien que tu poses ça, parce que justement, ça montre les aspects philosophiques du scepticisme scientifique, hein, les valeurs que défendent le mouvement sceptique, ou la conviction qu'ont les sceptiques, la conviction qui vient en fait des Lumières. Hein. Donc les Lumières, c'est un mouvement philosophique, pour ceux qui savent pas, qui est né au XVIIIe siècle, si mes sous, 19-18, oui, c'est ça, XVIIIe siècle, je pense, de mémoire, avec toute une série d'auteurs, et ces auteurs ont commencé à avoir ce genre de valeurs, c'est-à-dire le débat d'idées, la liberté d'expression, etc. Et l'idée, c'est vrai que c'est d'avoir, c'est que la conviction qu'ont les sceptiques, c'est que si on a si la population d'un pays n'a pas une culture scientifique suffisante et n'a pas des modes de pensée suffisamment rationnels, hein, on va pas dire rationnels, mais suffisamment rationnels, on va à la catastrophe. Hein. Enfin, en tout cas, c'est certainement pas l'état optimum des choses, quoi. Et donc, le principe, évidemment, c'est de dire, on va essayer d'encourager les gens à plus de rationalité, à plus de culture scientifique, et forcément ça amènera à de mauvaises choses. C'est un peu pour illustrer ce point-là, j'aime bien parler de Platon. Hein. Quand Platon fonde, c'est lui qui invente le style de la philosophie politique. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? C'est parce qu'évidemment la populace d'Athènes a décidé de forcer Socrate à s'empoisonner. Évidemment, le plus grand philosophe de tous les temps. Et qu'est-ce que décide la foule irrationnelle? Faisons-lui boire la ciguë, c'est la meilleure chose à terre. Donc on voit la démocratie comme c'était une proto-démocratie à Athènes, et ils prennent une décision qui est finalement extrêmement irrationnelle, c'est-à-dire de forcer le premier philosophe de l'histoire occidentale à se suicider. Et évidemment, Platon réagit à ça en se disant, zut, alors il faudrait peut-être qu'on fasse un peu de philo-politique pour réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces foules irrationnelles, quoi. C'est un exemple qui vient de la philo, mais je pense que c'est ça un peu. Si tu dis, on est dans un pays, et les gens prennent des décisions, mais sur des visions du monde complètement incorrectes de la réalité, quoi. Donc ils perçoivent pas la réalité de la manière la plus optimum possible. Et par exemple, ils croient que les licornes existent, et puis après ils vont dire je vais voter pour une loi de protection des licornes, quoi. Mais peut-être qu'ils protégeront les forêts du coup et que ça sera bien. Oui, ça c'est toujours on peut faire de bonnes choses pour de mauvaises raisons.
Et voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, sur un plan politique, je pense qu'évidemment, c'est vraiment optimum d'encourager l'ensemble des habitants d'un pays à avoir une vision du monde la plus connectée possible avec la réalité telle qu'elle peut être décrite par la science. J'arrête pas de mettre des guillemets partout, ça m'énerve. Bon. T'es un peu obligé parce que rien que la réalité, enfin, voilà, vu la culture, etc. De toute manière, enfin, que ce soit rationnel ou pas, enfin, on peut pas être que rationnel ou que irrationnel, on est toujours un peu des deux et tu peux avoir cet idéal d'une société où les gens sont totalement rationnels et pleinement conscients de leur réalité, tout ça, mais on peut prendre des très mauvaises décisions aussi dans un état rationnel entre guillemets, quoi. Oui, Donc après, oui, c'est sûr, on en faut plein de guillemets, quoi. Oui, non, mais enfin, prendre des mauvaises décisions dans un état rationnel, ça, je pense qu'à ce moment-là, il faudra redéfinir ce qu'on entend par rationnel, parce que si on prend des mauvaises décisions dans un état rationnel, c'est que c'est pas réellement un état rationnel. Mais en fait, de toute façon, les guillemets que je mets, c'est que c'est vraiment un idéal. Mais je pense que c'est un peu lutter contre Don Quichotte contre les moulins, quoi. Hein. Et je pense qu'il faut vraiment. En fait, on veut pas avoir une culture de. Enfin, de toute façon, c'est une caricature, mais bon. Faut s'en approcher au plus, quoi. La caricature, ça serait d'avoir une civilisation à la Vulcain dans Star Trek, quoi, hein, qui examine tout de manière parfaite. Voilà. Mais Vas-y, par rapport à ce que tu dis, je trouve que ça a des conséquences politiques actuelles. Alors, à mon avis, il n'y a pas de débat, mais par exemple, si on prend l'homéopathie, par exemple, je sais qu'en Suisse, on doit voter de temps en temps pour savoir ce qui est remboursé par les assurances du pays, on va dire, les assurances obligatoires, par exemple. Ça a des conséquences de dizaines, voire plus, millions de francs suisses par année. Donc, là, à la rigueur, on serait content si les gens décident de dépenser de l'argent pour une médecine qui agit réellement, plutôt que pour quelque chose qui agit moins, on va dire. Ouais, voilà, donc à ce niveau-là, ça a des vraies considérations politiques, et là, avoir un esprit scientifique et s'attacher à des vraies études scientifiques, à mon avis, c'est important, pas seulement pour est-ce qu'on sauve les licornes ou pas, mais finalement, c'est notre argent qu'on balance par les fenêtres pour quelque chose de bien. Ou 10 millions pour sauver les licornes, la Suisse n'est plus d'accord. Un sceptique peut-être qui te dira il vaut mieux dépenser 10 millions pour les licornes que 20 millions pour les homéopathies, mais bon. Ouais, non, mais bien sûr, évidemment, je prenais l'exemple des licornes pour rigoler un peu. Mais oui, ça, c'est ce que j'ai dit au début. C'est ton exemple réaliste, quoi. Ça, c'est ton exemple réaliste. Et en fait, on est tout le temps là-dedans, hein. Les militaires, c'était en Afghanistan qui ont payé des sommes faramineuses à un charlatan qui lui vendait des détecteurs de bombes. Hein. Donc, c'était un appareil qui était supposé, on devait les passer près des jeeps, etc. Il y avait des beaux cadrans, des trucs qui s'allumaient, etc. Pour détecter les bombes. Et puis, une fois qu'on a examiné à l'intérieur, en fait, c'était un apparatus similaire à la sorcellerie, donc complètement pseudo-scientifique, qui servait à rien. Et donc les militaires investissent là-dedans. Et donc je prends cet exemple-là parce qu'il y a l'aspect perte financière, oui, mais tu as aussi tous les gens qui ont explosé parce que les militaires n'ont pas été capables de se rendre compte qu'on leur vendait du n'importe quoi. Et par contre, la personne qui leur a vendu ça, elle s'est fait des millions, quoi. Mais je pense que maintenant, elle a quand même un procès. Ouais, elle a peut-être intérêt à se cacher, ouais. Ouais. J'imagine. Mais bon, parce que l'homéopathie, c'est la même chose, hein. Il y a toujours l'aspect financier, évidemment, et puis l'aspect individuel, c'est-à-dire que la pratique de l'homéopathie, c'est pas quelque chose sans danger, loin de là, hein. Donc, souvent, c'est le contre-argument qu'on nous donne pour les médecines. Donc, ça revient sur ta question de départ de cette partie-ci du podcast. C'était, oui, mais si je crois aux licornes, c'est pas grave. Ben, si, en fait, c'est grave. C'est grave à un niveau collectif, ça, c'est ce qu'on a couvert jusqu'à présent. C'est grave aussi à un niveau individuel, parce que toutes ces croyances ont des conséquences très concrètes pour les individus. On dit oui, mais l'homéopathie, même les gens disent oh oui, mais de toute façon c'est l'effet placebo, donc ça ne présente aucun danger. Mais déjà c'est une fausse conception de l'effet placebo. Par exemple, il y a eu des études assez intéressantes sur l'effet placebo avec l'asthme. Hein, donc si on donne un vrai médicament, enfin j'ai de l'asthme donc ça m'intéresse, un médicament prouvé par la science. Hein, style Ventola, etc. Ces médicaments-là, évidemment, ils donnent l'impression d'aller mieux, subjectivement, mais objectivement aussi, ils maintiennent la capacité respiratoire, tandis que les médicaments qui sont placebo, si on demande aux gens est-ce que vous respirez mieux, ils répondent subjectivement oui, mais la capacité respiratoire, elle diminue objectivement quand même, quoi. Donc, c'est pas strictement équivalent, quoi. La poudre de perlimpinpin, ça donne l'illusion psychologique qu'on va mieux, mais l'illusion psychologique qu'on va mieux, ça veut pas dire objectivement aller mieux, c'est ce que les gens ont souvent une mauvaise compréhension de l'effet placebo, quoi.
Et donc il y a il y a un site qui s'appelle whatstheharm.com, hein, quel est le mal.com, donc si les gens veulent déprimer un bon coup, ils peuvent y aller. C'est un gars qui collecte tous les articles sur lesquels il tombe dans la main en anglais, hein, c'est en anglais malheureusement, mais concernant tous les pseudomédecines, donc acupuncture, homéopathie, chiropractie, tous ces machins-là. Et il collecte tous les articles où on voit que quelqu'un est mort à cause d'une de ses pratiques ou quelqu'un a été handicapé à cause d'une de ses pratiques, etc. C'est charmant à lire, mais au moins on a une immense base de données de tous les dégâts que ça peut faire. Souvent je fais des copier-coller quand je suis dans ces genres d'arguments et que les gens me disent ça fait pas de mal. Et il y a une affaire en Australie par exemple, un bébé de 6 mois qui est mort d'eczéma, hein, donc ses parents étaient homéopathes professionnels. Donc l'eczéma évidemment ça soigne super bien par la médecine prouvée par la science. Et ils voulaient absolument pas, donc ils l'ont soigné à base d'homéopathie et d'herbalothérapie. Hein. Et donc au bout de 6 mois, sa peau craquelait et puis il est mort de déshydratation. Voilà, quoi. Alors, on est rentré dans la partie charmante du podcast. Oui, non, mais je pense que c'est justement important parce que comme tu dis, c'est vrai que si c'est pour un mal de tête qui n'est pas important, après tout, on va dire que les conséquences sur toi, t'auras toujours autant mal à la tête, je vais dire. Voilà. Ce sera pas grave, mais c'est vrai. En acupuncture, on peut avoir chez les athlètes. Il y avait une athlète qui se faisait soigner par acupuncture et alors il y a une aiguille qui a perforé son poumon, donc le poumon s'est collapsé. Donc voilà, elle a desséqué la vie. Elle est plus athlète maintenant. C'est moins marrant. Il y a des pages et des pages et des pages. Hein, vous pouvez aller lire ça quand vous avez du temps perdu. Mais c'est très déprimant à lire. C'est très déprimant. Après même, c'était l'année passée toutes les histoires avec Ebola, non il me semble. Hein. À peu près à la même période que maintenant. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses comme ça, puis même si on parle de choses dans l'espace ou n'importe quoi, en réalité, il y a beaucoup de... On voit que l'humain, entre guillemets, au sens communautaire, ses croyances et tout ça, peuvent vraiment faire d'énormes dégâts, quoi. Là, par exemple, typiquement, alors c'est vrai qu'après, on t'a pas critiqué les croyances des autres, mais des gens qui avaient... Mais quand t'as quelqu'un qui a Ebola, par exemple, puis qui se dit « Ah ben non, moi, la médecine de blanc, ça m'intéresse pas, ça va pas me guérir, il faut que j'aille au sorcier de mon village. » Si tu veux, lui, il a une façon tout à fait logique de répondre à son problème de maladie. Le problème, c'est que sur le chemin, il va faire beaucoup de morts et il va arriver dans son village et il va avoir 90% de morts au bout d'un mois. Et en fait... Du coup, même si c'est... Après, c'est vrai que c'est là où je trouve très compliqué parce qu'on attaque à la croyance des gens. Alors, est-ce qu'on doit leur dire « Mais non, le sorcier, c'est des conneries, ça marche pas, prends des médicaments parce que c'est ça qui marche. » D'un côté, c'est lui casser un petit peu ses convictions, mais en même temps, s'il tue des gens entre deux... Enfin, je trouve que c'est très compliqué à savoir quoi faire. Je crois que tu vois, t'es nouveau dans l'ailleurs par rapport à chez nous, mais je dis la grande conviction. Ah non, mais chez nous, je suis sûr que ce serait la même chose. À part que nous, on n'a pas eu Ebola, quoi. J'avais parlé à Richard, mon voisin, dans une interview que j'avais fait pour le podcast. Il était allé, je sais plus, en Afrique ou quelque part dans les territoires du Sud, et en observant ce que pensaient les gens, il s'est dit, mais au lieu de plutôt que d'aller aider les entre guillemets primitifs à penser mieux, on a exactement les mêmes problèmes chez nous, donc commençons par chez nous. Et c'est ça, pourquoi jeter la pierre aux gens qui disent je vais aller me soigner. Je prenais un exemple comme ça parce que Ebola en l'occurrence c'est grave très très vite, tu vois, mais je suis convaincu que si on avait ça chez nous, on aurait des comportements qui seraient similaires, ça c'est vrai, à part qu'on l'a pas eu pour l'instant. Oui, bien sûr, mais pour donner un exemple occidental, dans notre culture, évidemment il y a plein de gens qui sont allés en Afrique en prenant des médicaments homéopathiques pour protéger de ces maladies, mais c'est exactement la même réflexe que d'aller chez un chaman. C'est voilà. En fait, l'irrationnalité est autant chez nous qu'ailleurs. Hein, c'est ça. Mais souvent, c'est vrai qu'on a. Moi, je pense. C'est pour ça que j'essaie peut-être d'insister là-dessus dans un podcast consacré à l'anthropologie. On a quand même l'idée à l'arrière de notre tête que chez nous, on serait plus rationnel, quoi. Et je crois que c'est vraiment un bon message à envoyer aux auditeurs de dire non. Ouais. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des fois, ce qu'il y a, c'est que moi, alors, je parle de moi vraiment très personnellement. Quand j'ai un problème de santé, par exemple, je vais voir un médecin, ça me semble logique. C'est la première chose que je fais. Mais par exemple, si tu veux parler de la Suisse, je sais même pas si tu en as pas parlé pendant un de tes podcasts. C'est un truc qui s'appelle Le Secret. Ah oui, bien sûr. Il y a ça dans le... Alors, c'est une partie en Suisse, surtout dans le Jura. Et c'est hyper répandu, des gens qui... Alors, c'est surtout pour les brûlures, je crois que ça marche, ou des trucs comme ça, je sais pas. Alors, moi, je l'ai jamais fait, parce que, bien sûr, ça me semble fort peu scientifique comme manière de faire. Mais t'as un truc, tu dois téléphoner à quelqu'un qui a le secret, tu dois faire un truc, et après, visiblement, ça va bien. Alors, j'imagine que si c'est pour une brûlure qui est de toute façon pas grave, mais si, je suis presque convaincu que t'en avais déjà parlé. Parce qu'en fait, tu parlais aussi du temps après le téléphone, enfin je sais plus, il y a des trucs
y a des vraies recherches qui ont été faites dessus, du coup. Mais c'est en Suisse, quoi. Et mais moi, ça m'hallucine qu'il y ait des gens qui fassent ça vraiment, quoi, je veux dire. Ouais, quelqu'un dans ma famille qui dit soigner le feu. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est des pratiques qui rentrent T'en de as plus partout, en plus, de plus en plus à l'hôpital aussi. Je pense. Bah bon, là, c'est je pense choquant, qu'il y a- carrément. Il y a des mouvements vraiment importants Bon, remarque, Voilà, tu dis, remarque, tu dis d'intégration ça, ça dans la médecine scientifique. En disant bah oui on va intégrer ces principes. Je pense que le mouvement des médecines alternatives gagne largement le combat idéologique, les sceptiques qui font. Mais c'est intelligent, je pense. Pour revenir par exemple à l'exemple du gars qui a Ebola et qui va voir son chaman ou son mec là dans son village. Bon, s'il y a un médecin qui est avec ce chaman et qui décide de travailler ensemble et tout, bon ben le gars, bon déjà peut-être il peut être amené pour éviter de contaminer tout le monde quand il y va. Et une fois sur place, on peut lui permettre de voir le chaman qui va répondre à ces trucs culturels et le médecin qui va lui donner les médicaments ensuite, avec le chaman qui dit bon maintenant prends ça, tu vois. Tu vois, Ouais, essayer bien de sûr. lier les deux pour que donc après qu'il y ait des trucs alternatifs aussi dans les hôpitaux, ça peut permettre aux gens de dire ok maintenant tu te soignes, tu prends ton traitement, mais on fait aussi Ouais, des bon, trucs moi, alternatifs, quoi. je sais que... Alors après, c'est mon père, une fois, qui avait été chez un médecin, mais parfaitement un vrai médecin, quoi, je veux dire. Un tu vois, vrai qui a- médecin. Je sais que c'est faux à la base de dire ça, mais bref, un médecin qui a fait des études en Suisse, En etc. doctorat, qui a un doctorat en qui lui médecine. avait... alors là, c'était la pendule, je crois. Puis mon père, il avait dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me sors, là si j'ai envie d'aller chez un mec qui fait ça, Et ouais, mais c'est pas- je vais ailleurs, tu vois. Mais moi, quand il y a des médecins qui sont payés pour faire de la médecine, qui fassent ça, moi, personnellement, je trouve ça très choquant. Mis à part que ton idée, Anne-Laure, de lier les deux si la personne en a besoin, oui, après tout, que le mec, il croit que ce soit le chaman qui l'a guéri ou les tablettes que le médecin lui a données, ça n'a Qu'importe. aucune Ouais. importance. Mais bon, tu vois, quand t'arrives dans un hôpital, moi j'ai pas envie que le mec il Bon, faut pas que ça fasse soit une danse imposé. de la pluie, tu vois, je veux dire. Non, faut pas que ça soit imposé, mais si t'as envie qu'il te fasse cette danse de la pluie et que t'es persuadé que ça va t'aider et qu'il peut te la faire, c'est quand même bien. Oui, pourquoi pas, hein, c'est pas... Mais les points que soulève Anne-Laure sont super intéressants parce que c'est des questions, Ah, mais des elle est discussions intéressante, qu'on a. Anne-Laure, hein, c'est pour Oui, ça non, que- bien c'est pour entendu ça que qu'elle je est l'ai sur intéressante, Entre Anne-Laure. Mais c'est parce qu'évidemment, c'est des questions qu'on se pose justement par anthropologie, et donc là, un domaine qui essaie d'émerger là un peu entre la parapsychologie et l'anthropologie, et en psychologie clinique du paranormal. Mais si on prend le côté de la psychologie clinique du paranormal, ben voilà, si quelqu'un vient chez nous je viens chez un psychologue clinicien, je dis nous parce j'ai une formation de psychologue, mais je suis pas psychologue clinicien comme métier. Et il vient chez un psychologue clinicien et puis il dit bon bah voilà, je viens vous voir parce que ma maison est hantée. Ben, comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ça? Comment est-ce on dit prendre en charge sa demande? Je veux dire, si on imagine bien que si le psychologue lui sort son pamphlet, vous savez que les fantômes n'existent pas, ça va peut-être pas super bien se passer au niveau clinique, quoi. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir des stratégies différentes qui sont mises en place pour gérer ces choses, hein. Voilà. Et en fait, finalement, du côté de la psychologie clinique, c'est marrant parce que ça a émergé avec les populations migrantes, parce qu'évidemment les psychologues cliniciens étaient en France ou en Belgique ou en Suisse, et alors il y avait de la population migrante qui venait, qui disait ben voilà, le problème que j'ai, il s'explique clairement par une possession démoniaque. Et alors les psychologues, ils avaient justement ce réflexe peut-être, de dire oh, bah, c'est juste parce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, ils sont bizarres, etc. Mais en réalité, le problème se pose aussi chez nous. C'est pas un problème, mais je veux dire, comment gérer ce genre de demande. Encore une fois, la seule chose chez nous, c'est qu'on aura un mécanisme, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit un phénomène de hantise, par exemple, il va se dire si je vais chez un psychologue, il va me dire que je suis fou, donc je vais plutôt aller chez quelqu'un d'autre, et il évitera d'aller chez le psychologue à cause de la sociologie qu'on a chez nous. Mais donc pour moi je pense que c'est des vraies questions, hein. Je pense pas que c'est des vraies questions de société aujourd'hui chez nous, quoi. Oui. Tout à fait, ouais. Comment prendre en chose ces choses-là, quoi. Comment accepter Appréhender tout le background qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est super intéressant, ça va hyper loin, quoi, en fait. Et c'est ça qui est génial. Bon, je propose d'aller sur une autre question. Alors ça rejoint en fait toutes nos discussions. Par exemple, si on reprend le coup des licornes ou du Loch Ness, voilà, pour ne heurter personne qui écoute, tu vois, j'ai l'impression que donc Nessie, hein, le monstre du Loch Ness, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui y croient et puis ceux qui sont sûrs que ça n'existe pas parce que ça a été prouvé que ça n'existe pas.
ceux qu'ils ont prouvé que ça n'existe pas dans les sceptiques, ben, à moins qu'on les amène au lac et qu'on leur montre un dinosaure, ils vont jamais y croire. Et les mecs qui y croient, tu pourras leur démonter n'importe quelle photo, n'importe quelle observation, leur montrer des radars, des machins, ils continueront à y croire. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, le sceptique, il est sur des vieilles histoires comme ça, est-ce qu'il n'est pas de toute façon... il est perdant, quoi, je veux dire, il arrive à convaincre ceux qui sont déjà convaincus, et ceux qui sont pas convaincus, il les convaincra jamais, quoi. Comment est-ce que tu... Enfin, c'est quoi la réaction par rapport à ça ou... Oui, il y a beaucoup de gens qui raisonnent, on discute souvent de ce point-là, mais je pense que la réponse de base à ça, c'est que en fait, un sceptique qui essaye de démystifier un phénomène, on va dire la croyance dans les licornes, il s'adresse pas réellement aux gens qui croient dur comme fer aux licornes. Mais à celui qui veut avoir de la connaissance dessus. Voilà, il s'adresse toujours à la minorité silencieuse qui n'a pas vraiment d'opinion. Voilà, donc par exemple sur l'homéopathie, où il y a parce que pour prendre un exemple, il y a des enjeux, il y a des auditeurs certainement qui sont convaincus que l'homéopathie fonctionne, et puis il faut peut-être les envoyer sur le site du pharmacien. Tu connais toi, Jean-Michel, hein? Ouais, bien sûr, je l'ai même rencontré en vrai. Ouais. Non. Alors c'est un Québécois qui fait des petites BD. Lui, il est vraiment pharmacien et il fait plein de petites BD. Elles sont mortelles. Franchement, trop bien. Il a un talent d'expliquer les choses en quelques lignes, justement, notamment sur l'homéopathie. Dernièrement, il en a fait un sur les jus de fruits ou trucs vitamines et tout ça. Et quand tu lis, c'est à mourir de rire. Mais justement, ça fait changer le truc, parce qu'en fait, après, quand toi, t'es au magasin, puis tu te dis, tiens, est-ce que j'achète ça, tu te rappelles du truc, et voilà, tu le fais ou tu le fais pas, mais en tout cas, tu le fais pour une bonne raison, quoi. Enfin, mais continue, Jean-Michel, mais je trouve que ça, c'est un exemple génial. Je pense que tu as tout à fait raison, il faut plugger des choses. Le livre du pharmacien, parce qu'en fait, il a un site web, donc ceux qui veulent, ils peuvent googliser le pharmacien, donc comme pharmacien, mais avec un H en plus, comme chien. Et il a aussi publié un livre, son deuxième va sortir bientôt, et ça a été des best-sellers. Je l'ai rencontré en Belgique alors qu'il est québécois, parce qu'il était en train de faire une tournée internationale. C'est probablement le... d'ailleurs. Oui, je l'ai interviewé plusieurs fois, mais c'est probablement le sceptique. C'est le sceptique francophone que je pense qui a le plus réussi le rêve de tous les sceptiques, c'est-à-dire toucher le grand public avec ses bandes dessinées. Et il est vraiment extrêmement bon pédagogue. Donc voilà, si vous cherchez soit sur son site web Le Pharmacien, ou vous cherchez son livre du même titre, moi je l'ai trouvé dans ma librairie du coin en Belgique, alors que encore une fois c'est un auteur québécois. Donc je le recommande chaudement. Donc c'est vrai, voilà, il faut essayer. Voilà, il y a des gens qui ont pas de position sur l'homéopathie, qui sont pas très honnêtes ou qui sont pas très au clair sur les arguments pro et contra. Et en gros, on leur donne. C'est eux qu'on vise, quoi. Essayer de convaincre les gens qui sont déjà complètement convaincus. On sait très bien que c'est voué à l'échec pour des raisons justement cognitives. Voilà. Et puis après, je pense que aussi en tant que sceptique, il faut être ouvert à soi-même changer de position. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, justement, c'est une question un peu de bayésienne, donc d'épistémologie bayésienne. Comment est-ce que moi je suis on ne doit jamais être complètement certain que quelque chose n'est pas vrai, complètement certain que quelque chose est vrai d'un point de vue épistémologique. Donc, je pense que la probabilité que le monstre du Loch Ness existe à Frône n'est pas zéro, mais frise le zéro absolu. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup de preuves pour changer l'opinion de la communauté scientifique sur le sujet à ce stade. Mais bon, il y a toutes sortes de phénomènes qui sont un peu dans un entre-deux. Où il faut être plus modéré dans les propos. C'est vrai que moi j'ai un peu défendu ces dernières années la parapsychologie chez les sceptiques, en disant voilà, on a un certain nombre de résultats. Maintenant, ça veut pas dire que ça prouve définitivement l'existence de tel ou tel phénomène, mais dire qu'il y a absolument aucun élément qui permet de penser que c'est faux aussi. En gros, je pense qu'il faut aussi être capable de mettre des bémols et de vulgariser en essayant d'expliquer la complexité du débat. C'est ma formule habituelle, mais bon, j'aime bien dire, il faut essayer de vulgariser en expliquant la complexité des débats, parce que si tu simplifies trop les débats, tu finis par autant désinformer le public, quoi. Si t'es vraiment dans des choses trop simples. C'est une belle formule. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est vrai que admettons, si je sais pas si je crois aux licornes ou pas, et s'il faut y croire ou pas, l'important c'est que si je tape sur Google, j'arrive sur des contenus sceptiques autant que des contenus qui sont peut-être plus oui, les licornes existent, et comme ça après je peux me faire
un Oui, ça, avis, entre guillemets. ça c'est pas gagné, serait- évidemment, mais Non, mais ce serait l'idéal parce que je Ça suis serait ouvert l'idéal, ouais. aux deux, si tu veux. Puis après, c'est vrai que s'il y a une question de croyance, si j'ai envie d'y croire un tout petit peu, je vais quand même être poussé par là, mais j'aurais au moins eu l'occasion de voir un contenu Bah, ouais, tu sceptique choisis si dessus, tu quoi, veux tu nourrir ta raison ou ta Exactement. croyance, quoi. exactement. Oui, et Et au puis moins, j'ai la parfois, possibilité, ouais. quoi. Et puis, en fait, ce que j'essaie de te dire là, c'est qu'il faut pas penser en absolu, croire ou pas croire, mais on est devant un continuum, quoi. Tu vois, on peut faire shifter les gens dans une direction par rapport à une autre. Par exemple, on va dire, beaucoup de sceptiques sont convaincus que l'ensemble des voyants sont des charlatans qui utilisent la lecture froide, la lecture à chaud, etc. Ok, je veux dire, ça va peut-être pas convaincre certaines personnes. Peut-être, je suis même pas sûr que moi-même que je suis tout à fait convaincu que ça, mais en tout cas, on peut dire aux gens, ouais, mais attendez, dans la grande masse des voyants, il y en a quand même un fameux paquet dont on peut être certain que c'est des charlatans, quoi. Donc, commencez par vous rendre compte qu'il y a au moins, et en fait, si tu donnes déjà le message aux gens, ouais, ne soyez pas complètement crédules, il est quand même, voilà, si vous voyez un mec qui fait léviter des tables, commencez par vous demander s'il est pas en train de Regardez ses pieds. Voilà, regardez ses pieds, voilà. Voilà, je veux dire, pour moi, le message est passé, quoi. Après qu'il continue à dire, par exemple, j'en ai rencontré cet été, là, à Londres, à la Parapsychal Convention, il y avait ce genre de débat, il y a un médium en Allemagne qui fait des productions ectoplasmiques, donc il rejette du l'ectoplasme, comme dans Ghostbusters, quoi. Il vomit de l'ectoplasme de sa bouche. Et alors, il y avait des gros débats dans la salle sur ce gars-là. Voilà, je veux dire, l'important, c'est que les gens aient quand même dans leur tête l'idée que le gars est probablement en train de frauder, quoi. Donc, Qu'ils y réfléchissent plutôt que gober juste, voilà, je l'ai vu, donc c'est parce vrai. que si on n'a absolument aucune idée que c'est possible de faire ce genre de truc par illusionniste, la personne, elle va le voir et puis elle va tomber en pamoison quand il fait son truc. C'est plus, moi je pense que c'est plus ça, vers ça qu'il faut arriver. C'est ça la pensée critique, quoi. Essayer de envisager les contre-arguments qu'on pourrait opposer à ce que vous êtes à ce qu'on est en train de vous dire ou de vous montrer, quoi.